Camille Pissarro naît sur l'île de Saint-Thomas, dans les Antilles danoises, le 10 juillet 1830. Sa mère Rachel a épousé Abraham, son neveu par alliance, de 7 ans son cadet. Ils auront 4 enfants. En 1842, ses parents décident de l'envoyer en France, à Passy, dans une pension privée, où le directeur l'encourage fortement à dessiner. De retour sur l'île en 1847, Pissarro travaille plusieurs années dans le magasin de son père, mais l'art l'attire bien plus que le commerce. La rencontre avec le peintre Fritz Melby, un Danois envoyé sur place pour étudier la flore et la faune, sera décisive. Ils partent ensemble pour Caracas en novembre 1852. Sur place, Pissarro dessine abondamment des scènes de rue, des joueurs de cartes, des intérieurs de café. Pissarro arrive en France en 1855. L'exposition universelle bat son plein. Il y découvre les œuvres de Courbet, de Millet et surtout de Corot qui lui conseillera de peindre sur le motif. Il fréquente l'Académie suisse où il va rencontrer Monet, puis Cézanne et Guillaumin, avec lesquels il restera très lié. À partir de 1858, sa liaison avec Julie Velay, la jeune domestique de ses parents, est très mal vue. Son père décide de lui couper les vivres. En 1863, Pissarro, qui vient d'avoir un fils, s'installe à la Varennes-Saint-Hilaire. Entre-temps, il a lié connaissance avec Ludovic Piette, qui sera son ami le plus fidèle. Celui-ci accueillera souvent les Pissarro dans sa ferme de Montfoucault en Mayenne. En 1865, naît une fille, Jeanne Rachel. Qui, plus que Pissarro, cet homme venu d'horizons lointains, a su aimer l'Île-de-France? Et particulièrement une petite ville du Vexin, chantée sur tous les tons. C'est en effet à Pontoise que les Pissarro décident de se fixer. Les premiers tableaux, à la construction rigoureuse, voient le jour. Après un détour par Louvciennes, voilà la famille revenue sur place pour 10 ans. Pissarro étudiera alors le paysage dans ses moindres recoins. Pas une colline, pas un pâté de maison, pas un arbre qui ne lui soit familier. Printemps, été, automne, hiver, toutes les saisons s'affichent sur les toiles. Seul ou en compagnie de Cézanne, le peintre est toujours à pied d'œuvre, infatigable. Pissarro s'établit à Pontoise en 1866, puis à Louvciennes en 1869. À Paris, il participe aux Jeudis de Zola, ainsi qu'aux réunions des futurs impressionnistes. La guerre franco-prussienne surprend les Pissarro qui doivent s'enfuir à Londres, où ils retrouveront Monet. Dans les musées, Pissarro découvre Turner, Constable et Old Crome. Il peint les faubourgs de la capitale et épouse Julie à la mairie de Croydon. À leur retour en France, ils découvrent leur maison pillée par les Prussiens et la plupart des œuvres détruites. Mais au diable de l'adversité. La famille Pissarro, qui s'est agrandie, s'installe en 1872 à Pontoise, bientôt rejointe par Guillaumin et par Cézanne, qui choisit Auvers-sur-Oise. Les années à venir seront très pénibles pour Pissarro. En avril 1874, quand s'ouvre la première exposition impressionniste, il a la douleur de perdre sa fille, Jeanne. La naissance d'un troisième fils, Félix, alourdit encore les charges du ménage. En outre, Durand-Ruel a suspendu ses achats. Heureusement, la maison des Piette à Montfoucault est toujours grande ouverte. Touché par la détresse matérielle de l'artiste, certains essaient de lui venir en aide. Dès 1876, Caillebotte, le docteur de Béliot, Murer, pâtissier et collectionneur, lui achètent des œuvres. Le tout jeune Gauguin, riche agent de change, leur emboîte le pas, suivi par Marie Cassatt. Dès 1879, Gauguin, qui a abandonné la finance pour la peinture, vient peindre en sa compagnie à Pontoise. C'est une guerre, en l'occurrence le conflit franco-prussien, qui va conduire Pissarro à s'exiler pour un temps en Angleterre. Dans les faubourgs où la famille s'est installée, le peintre note les moindres changements d'atmosphère. Un hiver rigoureux, un printemps radieux, et voilà les pinceaux de Pissarro en action. C'est parfois un train qui surgit dans la campagne, parfois un fiacre sur une route. 20 ans passeront. Et Pissarro reprendra le bateau car certains de ses enfants se sont établis outre-Manche. La cathédrale Saint-Paul, Hyde Park, baignée de soleil, et puis encore plus tard,
des toiles verdoyantes dans une banlieue à la mode. C'est en 1883, à l'âge de 53 ans, que Pissarro découvre la Normandie. Ce natif des îles lointaines y trouve des motifs nouveaux et un ciel bien différent de celui de l'Île-de-France. C'est d'abord à Rouen qu'il plante son chevalet. Il y reviendra régulièrement au fil des ans, enregistrant l'activité du port ou privilégiant les vues de la vieille ville et de la cathédrale. À la fin de son existence, il prospecte jusque sur la côte. Dieppe lui donnera bien des joies, lui fournissant l'occasion de réaliser des toiles lumineuses. Quant au Havre, qu'il peindra sous tous ses aspects, il y passera son dernier été avec à l'esprit une seule préoccupation, que le vent souffle dans la bonne direction. En 1881, le groupe s'est disloqué. Seuls Degas, Berthe Morisot, Guillaumin et Pissarro y participent. Degas cherche en effet à imposer ses amis peintres. À contre-cœur, Pissarro se sépare de lui et les choses rentrent dans l'ordre pour un temps. À Pontoise, Pissarro peint toujours avec Cézanne quand il n'est pas rejoint par Gauguin. En 1882, le peintre et sa famille, fuyant l'humidité de leur maison de Pontoise, partent pour Rosny, un petit village tout proche. En 1884, les voilà définitivement installés à Éragny-sur-Epte, près de Gisors, où naîtra un dernier enfant. Mais les temps sont encore difficiles pour l'artiste. Toujours à court d'argent, il peint des éventails et des aquarelles pour tenter de survivre. Dans les années 1890, Pissarro décide d'élargir son horizon. Le peintre de la campagne, qui après Pontoise s'est établi à Éragny-sur-Epte, veut aborder les vues urbaines. Paris est à sa porte. Mais Pissarro souffre des yeux. Plus question de peindre à l'extérieur. C'est donc à partir de chambres d'hôtel ou de studios loués pour la circonstance qu'il contemplera la capitale. Avenue de l'Opéra, Grand Boulevard, place du Théâtre Français, Paris s'étale à ses pieds. Quand il en a assez du Paris flambant neuf, Pissarro se contente de traverser la Seine. Le Louvre, le Pont-Neuf ou le Quai Malaquais ne demandent qu'à être immortalisés. Et puis, les saisons changent. Et les couleurs aussi. Un jour, Pissarro en a assez de peindre des silhouettes anonymes perdues dans le paysage. Il se met à peindre de vraies figures, en gros plan. C'est ainsi que naissent la laveuse de vaisselle, la petite bonne de campagne ou la charcutière. Parfois, il recrute des modèles sur place. Parfois, il lui suffit d'observer des scènes de marché pour trouver ce qu'il cherche. La plupart du temps, ces femmes n'ont pas de nom. Elles n'existent que sous le pinceau de l'artiste et le regard des spectateurs qui les contemplent. Au repos ou en pleine activité, elles sont là pour témoigner de l'attention que leur porte un peintre généreux qui croit en l'être humain et au progrès social. Ils ne sont pas si nombreux à cette époque. Pissarro est toujours en recherche dans son art. Il a rencontré le jeune Signac qui lui expose les théories néo-impressionnistes de Seurat. Pissarro adhère alors très rapidement au divisionnisme suivi par son fils Lucien. Mais les réactions à son enthousiasme se révèlent plutôt négatives dans son entourage. Durand-Ruel refuse désormais d'acheter ses toiles et Julie, découragée face aux dettes qui s'accumulent, reproche à son mari son inconscience. Pis encore, à la 8e et dernière exposition impressionniste, une salle spéciale sera réservée aux œuvres du peintre, qui voisine avec celles de Seurat, de Signac et de son fils Lucien, car aucun impressionniste n'a voulu exposer avec eux. C'est la première fois que le thème du train est traité dans la peinture impressionniste. En 1844, un romantique anglais, William Turner, avait fait sensation en réalisant son célèbre Pluie, vapeur et vitesse qui passe pour avoir inspiré les impressionnistes. Pissarro diffère beaucoup d'un Monet dans son approche du chemin de fer. Il en fait un élément fondu dans le paysage alors que pour Monet, le train est un objet en soi qu'il glorifie par exemple dans des toiles comme la gare Saint-Lazare. En regardant cette toile, le spectateur se trouve directement face au chemin de fer. Le train et les rails occupent le centre de la toile et amorcent une courbe frontale qui s'intègre dans un paysage de banlieue londonienne. Comme à Pontoise, ce faubourg anglais est un mélange de ville et de campagne. Les maisons s'étagent le long de coteaux verdoyants en une courbe qui suit une ligne ascendante, de gauche à droite. En réponse à ces courbes, Pissarro a placé sur la gauche un groupe d'arbres qui dessinent une masse verticale. Pour brosser les maisons et les pentes couvertes d'herbe offertes à la vue du spectateur, le peintre utilise des brins rouges
et des verts qui vont du plus clair au plus foncé, apposés en larges touches. Les couleurs sont très franches et contrastent avec la petite silhouette noire de la locomotive en marche. La fumée qui s'échappe de la cheminée du train est traitée en empattement épais et plus haut va rejoindre les nuages. Pissarro part à Londres en 1890, puis de nouveau en 1892. L'année suivante, il est contraint de subir une opération de l'œil. Il sera désormais obligé de peindre à l'intérieur, mais cette contrainte n'entame en rien ses recherches. Il s'est mis à l'eau-forte, dont il épuisera toutes les facettes. À Paris, les temps sont troublés. Lors des attentats de 1894, les sympathies anarchistes de Pissarro le conduisent à quitter momentanément la France pour la Belgique. Ces années-là voient aussi se dérouler l'affaire Dreyfus, qui déchaîne les passions. Pissarro, qui a pris parti pour Dreyfus, subit l'antisémitisme farouche de Degas. Il se brouille alors définitivement avec celui qu'il a si souvent défendu. Toujours installé à Éragny, Pissarro, dont la situation financière s'est améliorée, effectue des séjours très fréquents à Paris et en Normandie. Le peintre est un vieillard, serein, toujours enthousiaste, passionné de travail et incapable de s'en passer. Il a pourtant perdu en 1897 son fils, Félix, emporté par la tuberculose. Lorsque l'occasion se présente, il va voir ses enfants. Georges, installé à Moret-sur-Loing, reçoit ainsi sa visite en 1902. Pissarro mourra subitement, le 13 novembre 1903, victime d'un abcès de la prostate. Son médecin, homéopathe, n'a pas jugé bon de le faire opérer. Ce natif des îles, qu'il a quitté sans regret en 1855, pour n'y plus jamais revenir, a laissé une œuvre lumineuse et humaine, semblable à l'artiste chaleureux et tolérant qu'il fut.